Un grand bonsoir et bienvenue. J'espère que vous êtes dans une forme splendide comme à chaque fois et que tout se passe bien comme un mardi au camp d'été par exemple. Ce soir, nous allons parler de l'Odyssée du tarot, un regard sur son histoire et son origine. On va aller creuser un petit peu du côté des racines du tarot, voir un petit peu qui ou quoi est exactement ce jeu de tarot que nous avons tous, nous avons tous quelque part sur une étagère, dans une pochette, dans la table de nuit, dans un sac à main. Voilà, on a tous quelque part un jeu de tarot, en tout cas, je l'espère, qui est là pour nous accompagner dans notre cheminement au quotidien. Alors, par rapport à cette petit live de ce soir, je voulais aussi vous rappeler que le camp d'été, ça dure, eh bien, comme son nom l'indique, tout l'été, jusqu'au 1er septembre. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner encore en cours de route, oui, parce qu'il n'y a pas de date de péremption sur le camp d'été. Donc, vous pouvez encore vous abonner aux lives qui sont présents, enfin, qui vont être faits tous les soirs à 18h durant tout l'été jusqu'au 1er septembre. Vous pouvez aussi vous inscrire aux ateliers. Tout est gratuit. Il suffit de vous inscrire si vous voulez recevoir le planning complet des ateliers qui vont avoir lieu au cours de cet été. Eh bien, vous allez sur le site de tarotacademy.fr. Vous allez retrouver un petit bandeau en haut de page. Vous cliquez dessus et vous laissez votre nom, votre prénom et votre adresse email pour recevoir dans votre boîte mail bien au chaud justement le planning de chaque semaine pour voilà avec les liens pour accéder directement aux différents lives et ateliers. Pour ce soir, comme je le disais, on va parler donc de l'Odyssée du tarot justement. On va aller faire un voyage un petit peu à travers le temps pour justement parler des origines du tarot tel qu'on le connaît un petit peu aujourd'hui, ou en tout cas tel que j'aime le partager aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa vision assez ésotérique, puisque vous savez qu'on a souvent tendance à parler du tarot de Marseille ou le tarot de le Rider-Waite, peu importe, de manière plutôt à des buts, à une fin de divination, dans l'art de la divination, ou alors dans l'art de la psychologie, du développement personnel, du coaching, de l'accompagnement. Enfin voilà, il y a plusieurs manières d'aborder le tarot. Et moi, ce soir, je voulais vous parler justement d'une approche, celle que j'aime beaucoup faire découvrir, une approche assez ésotérique, presque magique, j'ai envie de dire, du tarot. Enfin, pour vous partager justement qui est le tarot plutôt que quoi, plutôt que de le voir comme un objet. Je vais essayer de vous faire dévoiler, enfin de vous dévoiler justement la personnalité profonde, l'essence même du tarot. Enfin, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que le tarot nous fait parcourir une sorte de chemin, de parcours justement initiatique qui est censé nous élever, nous accompagner dans notre spiritualité pour nous reconnecter à ce fameux soi supérieur qui est perché là-haut quelque part au-dessus de notre tête. Et donc, on est dans cet esprit de reconnexion à ce soi divin, cette partie divine de nous. Et le tarot est un outil parmi tant d'autres qui est là justement pour nous aider à cette reconnexion et à parcourir aussi, voilà, à découvrir notre éveil à cette spiritualité. Et donc, à travers ce live ce soir, on va aborder beaucoup les notions ésotériques, comment le tarot, qui était on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais un jeu voilà, pour jouer aux cartes, est devenu justement un symbole aussi riche d'un point de vue ésotérique. Et ça tombe bien, puisque en parlant de symboles, d'ésotérisme, etc., je voudrais tout d'abord commencer par faire un petit point de définition pour qu'on soit tous d'accord sur la même longueur d'onde, comme on dit, par rapport à certains mots-clés. Alors, je vais vous parler ce soir d'ésotérisme, d'exotérisme, de symboles, etc. Et je voulais qu'on fasse un petit focus là-dessus. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ésotérisme? Il faut savoir que tout ce qui est l'ésotérisme, c'est tous les enseignements, la connaissance qui est plutôt
cachée, qui est secrète, qui est généralement réservée à des initiés à qui on pourrait diffuser cette connaissance à travers des milieux fermés, comme des grandes écoles, des mystères à l'époque, etc. Voilà, donc on est vraiment dans un enseignement de privilégiés, on va dire. On va y enseigner plusieurs types de doctrines à travers l'ésotérisme. Ça peut être par exemple l'alchimie, l'hermétisme, l'occultisme, la kabbale et le tarot, vous allez voir, peut faire partie aussi d'une de ces doctrines ésotériques. On a aussi, par exemple, dans le judaïsme, tous les enseignements qui sont de nature un peu plus ésotérique, qui sont regroupés, comme je le disais tout à l'heure, sous le terme de Kabbale. Alors, je ne parle pas de la religion, mais bien de cette doctrine qui va nous parler des grands enseignements en lien, encore une fois, avec la spiritualité. Donc, tous ces connaissances avec un grand C, qui n'est pas forcément public, mais réservé à de seuls initiés qui seraient là pour apprendre cette connaissance dans un milieu fermé, on va parler d'ésotérisme. Et à l'opposé, justement, quand on parle de quelque chose, une connaissance qui est publique, un peu profane, qui est vraiment connue de tous, à la limite qu'on nous enseigne à l'école, par exemple, eh bien, c'est une connaissance qui est exotérique. On parle d'exotérisme avec un X. Et donc, quand on va entrer dans l'ésotérisme, tout de suite apparaît la notion de symbole. Alors le symbole, c'est un concept qui réunit quelque chose qui rassemble, qui va faire converger et qui mène quelque part vers le retour à l'unité. Puisque de toute façon, à la base, vous le savez peut-être, le mot symbole vient du latin symbolum, qui signifie simplement un objet qui est coupé en deux parties et qui est une fois réuni, permet au détenteur, entre guillemets, de pouvoir se reconnaître. On le voyait souvent dans les sociétés secrètes, deux parties, par exemple, d'un même médaillon qu'on pouvait coller ensemble et qui faisait une figure qui faisait comprendre qu'on faisait partie quelque part du même ordre. On pourrait aussi voir, par exemple, le yin et le yang, si vous voulez, qui sont deux parties qui s'emboîtent dans un même symbole pour désigner une unité, un retour à l'unité, au tout. Donc voilà, par exemple, ce que décrit le symbole. Et à l'opposé du symbole, il y a le diabole, c'est tout ce qui va séparer, diviser, éparpiller. Et généralement, quand on parle de diabole, tout de suite vient l'image du diable, le diable d'ailleurs qui a été créé pour séparer justement l'homme du divin. Donc voilà déjà les premières notions que l'on peut aborder, si on veut, à travers cette introduction assez courte de la notion de l'histoire du tarot, puisqu'on va parler beaucoup d'ésotérisme ce soir. Et puis, pour lancer un petit peu le débat, pour rentrer un petit peu dans la mystique du tarot, je voulais vous raconter une légende que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà. Une légende qui, quelque part, nous vient d'un lointain monde, on va dire, puisque quelque part c'est une légende qui a des origines en Égypte ancienne, voilà, dans la tradition occultisme, quelque part on va raconter cette légende. Et j'ai retrouvé cette légende dans un livre le livre s'appelle Le Tarot. Voilà, on ne peut pas être plus explicite, tout simple. Et c'est un livre de Gérard van Riegenberg. Pardon si je ne prononce pas très bien ce nom. Et donc, vous allez voir que cette légende, donc c'est un extrait assez court que je vais vous lire, ça donne déjà un petit avant-goût de ce qui va nous attendre par rapport à cette histoire dont je vais vous raconter justement par rapport aux origines du tarot. Alors, je vais vous lire tout de suite cet petit extrait. Dans une époque très reculée, les sages hiérophantes dépositaires de la tradition occulte de l'Égypte s'étaient réunis pour discuter d'un très grave problème. Par leur faculté prophétique, ils avaient acquis la certitude que
dans un temps prochain, la civilisation égyptienne serait détruite et avec elle le temple des dieux, sanctuaire du culte public et secret, ainsi que les écoles initiatiques où s'enseignait la vérité métaphysique. Il s'agissait donc de chercher le moyen de préserver de la destruction complète les points les plus importants de la doctrine occulte. Plusieurs procédés furent proposés par les membres du Conseil des hiérophantes. Peignons les textes des axiomes sur les murs les plus solides du temple le plus vénérable, disait l'un. Mais on lui objecta qu'avec la rage des envahisseurs et la force destructive du temps, eh bien, l'édifice ne tiendrait pas debout. Voilà, on n'épargnerait pas les édifices. Gravons-les sur des plaques de métal le plus résistant, proposait l'autre. Mais on lui répondit, si c'est un métal non précieux, il ne résisterait pas à la rouille. Et s'il est précieux, au contraire, il serait inévitablement sujet à la convoitise. Un troisième hasarda, confions nos arcanes à un homme simple, mais vertueux, qui en conservera le secret et le transmettra avant sa mort à une autre âme, également simple et vertueuse, et ainsi de suite, jusqu'au moment où la vérité pourra être de nouveau professée et comprise. Mais on lui opposa justement que la vraie simplicité d'âme était chose rare et que la vertu est très sujette à la tentation. Alors, le plus jeune des apprentis parla ainsi. Servons-nous des vices, des péchés, des mauvaises passions de l'homme pour préserver le dépôt de nos doctrines secrètes. Exprimons celles-ci symboliquement par des figures apparemment innocentes qui, multipliées à l'infini, puissent servir à assouvir une des passions les plus vives de l'homme, la passion du jeu. Confions ainsi aux énergies du mal la préservation des germes de vérité qui contient la condition du salut et du bonheur du monde. Et bien entendu, cette proposition fut acceptée. Les adeptes fixèrent donc en images symboliques les axiomes fondamentaux de la doctrine secrète. Ils en firent un jeu qu'ils mirent en circulation et qui, diffusé à l'infini, préserva sous cette forme allégorique les vérités cachées. Telle serait donc l'origine du jeu de tarot. Alors évidemment, vous comprenez bien que cette doctrine, cette légende que je viens de vous raconter n'est qu'une allégorie. Ça reste l'ordre d'une légende qui transmet malgré tout parfaitement l'essence et la philosophie de ce que je vais vous passer, vous transmettre ce soir et de ce qu'on peut vivre à travers le tarot. Et quelque part, à travers un langage codé, à travers des symboles qui sont cachés, on nous transmet une sorte d'initiation avec un grand I, une connaissance, la clé quelque part de toutes les sciences. Et j'ai envie de rajouter que, au final, quelle que soit la voie que l'on va emprunter, quelle que soit l'approche que l'on veut étudier, que ce soit l'alchimie, l'astrologie, la numérologie, la kabbale et même bien sûr le tarot, on va obtenir cette connaissance puisque tous les arts, sciences que je viens d'évoquer et bien d'autres ont un seul objectif, ont un objectif commun. Ils parlent toutes et tous de la même chose. C'est l'étude de la vie, de l'évolution de l'homme. Je prends l'exemple de la numérologie. Quand on fait un thème sur justement le chemin de vie, par exemple, ou quand on fait un thème numérologique, on va essayer d'étudier avec les nombres manquants, les nombres présents, etc., comment l'homme, l'humain, comment vous ou moi, je vais évoluer dans mon chemin de vie par rapport à différentes choses, différents critères. Quand on fait avec l'astrologie une étude de thème astral,
on va étudier le parcours de l'individu à travers 12 maisons qui vont représenter les amours, le travail, les relations, etc., etc. Et encore une fois, c'est cette étude de l'humain, de la vie, qui est au cœur de chaque, comme je le disais, art ou science que l'on va approcher. Et le tarot, eh bien, c'est la même chose à travers un enseignement que notamment les 22 arcanes majeurs vont nous transmettre. C'est l'histoire, c'est cette histoire de l'âme humaine en quête d'elle-même que l'on va pouvoir étudier à travers ces 22 arcanes majeurs du tarot. Cette quête qui va être parcourue, qui va être alimentée par une image qui va être le mat, c'est le pèlerin qui va cheminer justement inlassablement vers cette liberté d'être. Et on va retrouver ce parcours dans le travaux, je vais vous montrer ça tout de suite. On va retrouver, comme je le disais, ce cheminement à travers ce qu'on appelle les septénaires du tarot. On a 3 septénaires. Si on prend les 22 cartes, les 22 arcanes majeurs, on va les disposer en 3 rangées de 7 cartes. Le mat étant à part, puisqu'il n'y a pas de numéro sur le... D'ailleurs, c'est la seule carte majeure qui ne porte pas de numéro. C'est bien pour nous montrer qu'elle a un rôle à part. Et ici, ça va être celle d'incarner le pèlerin, l'individu qui va voilà, vouloir cheminer. Ça peut être vous, moi, voilà, qui sommes dans notre éveil spirituel et qui nous recherchons quelque part, qui nous cherchons à travers ce parcours que l'on va mener. Et ce parcours, comme vous le voyez, il est dessiné en 3 étapes, en 3 plans, en 3 voies. Ici, on a la première voie qui est en bas, puisqu'on va parcourir ces 3 septénaires du bas vers le haut, puisque le tarot est un chemin d'éveil spirituel, donc qui est censé nous élever, nous faire grandir vers le haut. Donc on le parcourt, on le lira du bas vers le haut. Et donc sur cette première voie qui se trouve en bas, qui commence donc par le battleur, on va aller développer sa personnalité. On va aller évoluer sur le plan matériel, le plan humain. Et d'ailleurs, si on remarque un petit peu les cartes qui sont présentes dans cette première voie, on observe justement que les personnages sont assez grands. On voit qu'ils ont une présence assez prédominante. Et quelque part, en nous montrant ça, des personnages très grands, très visibles, très imposants dans chaque carte, c'est peut-être pour nous dire qu'on s'affiche, nous, en tant qu'humains, quand on est dans le plan matériel, dans toute notre grandeur, dans tout notre ego. Et c'est peut-être de ça que ce plan-là, ce plan humain, va nous parler, de notre ego. Ensuite, on va avancer vers le second plan, qui est le plan intermédiaire, où là, on va découvrir les premières épreuves de la vie. C'est un petit peu le siège du mental, de l'émotionnel. C'est là où on va acquérir quelque part nos valeurs, on va déterminer nos croyances, en quoi je crois, en quoi je suis fidèle. C'est la voie morale. C'est celle, quelque part, où l'âme est vraiment incarnée, même si elle l'est déjà, bien sûr, dès qu'on arrive au monde, mais c'est vraiment là où elle va prendre forme au-delà de l'ego, même si l'ego est encore un peu présent, il l'est beaucoup moins, laissant davantage de place, à nos valeurs, à nos croyances. Et finalement, on va atteindre le 3e plan, qui est le plan céleste, le plan divin. C'est là où on se rend compte que quelque part, l'ego, notre ego, a perdu de l'importance, puisque quelque part, vous voyez, les personnages humains, tels que sur le premier plan, sont plus petits. Ils sont vraiment minimisés par rapport au premier plan. Et sur ce plan céleste, là où l'ego a perdu de son importance, eh bien, c'est l'âme qui va pouvoir s'élever. C'est l'âme qui va pouvoir se mettre en avant et briller à son tour.
quelque part, notre mat, ce fameux pèlerin, cet initié qui va parcourir son chemin initiatique à travers ces 3 voies alchimiques aussi, qu'on reviendra tout à l'heure, ces 3 œuvres, eh bien, il va devenir un sage avec un grand S. J'aime bien mettre des majuscules sur les mots importants, vous le verrez au cours de cette soirée. Et donc, cet initié, ce sage, devient un être éveillé. Voilà, il n'est plus l'humain incarné avec pour seul compagnon son ego. Mais quand on revient sur l'histoire du tarot, j'ai envie de vous dire que le tarot n'a pas été toujours connu pour ses symboles ou sa symbolique ésotérique telle que je viens de vous la présenter. Même si, vous voyez, à travers les légendes qui nous racontent, voilà, on aurait caché une doctrine, une connaissance dans des images cachées au sein du vice, au sein du jeu, il y a toujours une part de vérité dans ces légendes. Et comme je vous le disais, le tarot n'a pas toujours connu n'a pas toujours eu cette primeur d'être ésotérique. Selon les historiens, j'ai envie de revenir un petit peu dans ce côté plus terre à terre, plus posé, quand on voit la vision des historiens, le tarot aurait été créé vers la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, bien après, j'ai envie de dire, l'existence des premiers jeux de cartes à jouer tels que nous on les connaît, vous savez, avec le cœur, pique, carreau, etc., qui sont apparus à peu près vers 1370. Je pense dans le sud de l'Europe. Et finalement, quand ces premières cartes à jouer sont apparues, cartes que l'on appelait des naïbis, il est clair qu'il n'y avait pas encore cette notion ésotérique profondément ancrée dans ces jeux-là. La notion, quelque part, des premiers jeux de tarot, ou si je peux me permettre plutôt les jeux de triomphe, comme on les appelait d'ailleurs dans l'Italie, est apparu beaucoup plus tard, un petit peu plus tard, aux alentours de 1440, notamment en Italie, à travers un jeu qui est assez connu, dont je vais vous parler un petit peu là pendant quelques instants, le jeu justement de le tarot Visconti Sforza, tarot qui a été pendant longtemps mis en avant pour justement reprendre les grands archétypes tels que l'on connaît aujourd'hui dans le tarot de Marseille. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques visuels, mais je voulais juste faire un petit focus sur ce tarot, sur ces triomphes, puisqu'on les appelait les jeux de triomphe à l'époque. Donc ces cartes-là avaient une autre vision. Quand on prend ce tarot de Visconti Sforza, notamment, qui a été créé en 1452, il montre des images avec comment dire, une certaine histoire à l'intérieur. On va parler un petit peu d'histoire. Ce tarot Visconti Sforza, eh bien, il est nommé ainsi justement en référence à la célèbre famille Visconti qui était grande amatrice de tarot et qui aurait commandé ce jeu, son propre jeu justement, à un maître quartier ou peut-être à un artiste qui avait des talents d'enluminure pour créer ce jeu qui a pris beaucoup de temps sûrement à être créé puisque c'était fait à la main, doré avec vous savez, des feuilles d'or, etc. Donc sur le fond de la carte. Et puis donc voilà, quelque chose de très minutieux qui devait sûrement aussi coûter très cher. Donc on comprend déjà que c'est pas le commun des mortels qui pouvait avoir ce type de carte dorée, enfin sur fond d'or entre les mains. Si je reviens à mon tarot Visconti, justement, comme je le disais, il n'a pas toujours été à visée ésotérique, connu pour ses symboles ésotériques. On pourrait même dire qu'au début, ce jeu-là, il servait davantage comme un petit peu un livre d'images, un livre qui allait raconter une histoire,
Donc, vous voyez que déjà, on peut déjà à l'époque parler d'un livre qui raconte quelque chose, sauf qu'au lieu de nous raconter une initiation, comment avoir la connaissance, il nous parlait de quelque chose. Et là, en l'occurrence, ce jeu de Visconti pourrait nous parler de la famille Visconti. Ce livre d'images aurait eu justement un but éducatif pour la noblesse de cette famille, en l'occurrence, et des autres familles, un petit peu comme des sortes de cartes de visite, si on pourrait mettre ça avec un parallèle de nos jours, pour se faire connaître. Et c'est pour ça que dans ce jeu de tarot, on pourrait y faire un parallèle avec des grands moments clés, des grandes scènes de vie, par exemple de la famille Visconti, ou même des grands événements qui pouvaient y avoir à l'époque, qu'on pouvait retrouver. Et comme vous le montre ici à l'écran, vous voyez que au XVe siècle, les guerres étaient vraiment omniprésentes dans le nord de l'Italie. Il y avait d'autres malheurs qui en découlaient, comme par exemple la famine. Il y avait aussi le peuple qui était accablé par la peste. Donc on avait vraiment de grandes images assez fortes en lien avec la mort, avec voilà tout ce qui était la douleur que le peuple pouvait vivre. Et puis, il y a aussi, c'est pour ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que je vous montre ce tableau-là qui représente une bataille, un champ de guerre, hein, parce que c'est vraiment en lien, en notion avec l'idée même de la mort. Vous allez voir où je veux en venir, d'ailleurs vous le voyez déjà, avec cet arcane de la mort qu'on appelle la mort faussement aujourd'hui, puisqu'elle ne porte pas de nom, c'est l'arcane sans nom, mais qu'on pouvait baptiser sur certains tarots, on voit le nom même écrit la mort. Et puis, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que bien sûr, toujours dans cette époque du XVe siècle, au niveau des gouvernements qui étaient en place, on assistait à un véritable jeu de chaises musicales. Chacun voulait avoir le pouvoir, voulait être légitime, voulait être reconnu, avoir cette noblesse, ces richesses, ce pouvoir. Et donc, c'était une vraie lutte entre les familles nobles pour pouvoir avoir le dernier mot quelque part. Et au sein d'une même famille, ce qui était assez connu à l'époque, on pouvait avoir des trahisons, des empoisonnements, voilà, on pouvait avoir tout ce qu'on peut imaginer allant du soudoiement à l'empoisonnement, voilà, c'était juste terrible. Et donc du coup, on avait toutes sortes de manigances qui pouvaient faire partie du quotidien de l'époque. Parce qu'on voulait justement obtenir quelque chose, on pensait le pouvoir, mais derrière le pouvoir, il y a autre chose. On dit souvent que avoir la connaissance, c'est avoir le pouvoir. Sauf que là, on n'allait pas peut-être aussi loin dans l'analyse. Et ce que les personnes voulaient rechercher ici, c'était vraiment l'emprise du pouvoir, c'est-à-dire du titre. Et il y a beaucoup d'arcanes, justement, l'arcane sans nom, qui peut ici illustrer tout ce que je viens de vous raconter, que ce soit les guerres, les famines, à travers la souffrance des maladies, justement, les souffrances du peuple qui découlent à la mort, mais aussi ce jeu de chaises musicales, de toutes ces têtes couronnées qui tombent les unes après les autres, justement parce que chacun va aller rechercher le pouvoir pour être le meilleur au sein du duché, et notamment du duché de Milan, si on parle ici de ce type de tarot. Et donc, petite anecdote, en termes de ruse, en termes de manigance, la famille Visconti, dont je vous parle de ce tarot là justement, que je vais vous montrer dans un instant, eh bien, il n'est pas en reste, puisque, par exemple, Gian Galeazzo Visconti, pardon, il était très très connu pour tout ce qui était intrigue et complot, voilà, au sein de la fameuse famille Visconti. Et finalement, ce personnage-là, il a quelque part asservi le nord de l'Italie en devenant duc de Milan,
d'une façon un petit peu douteuse. En fait, il a simplement acheté son titre de duc auprès du roi des Romains, qui était Véceslas Ier, pour à peu près 100 000 florins d'or à l'époque. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, pour marquer cette reconnaissance à comment cet élu, justement, cet empereur de l'Empire germanique, que John Galliano, il a fait placer un empereur dans le jeu, dans son livre d'histoire familiale, en reconnaissance quelque part de lui avoir fourni son titre voilà, qu'il a acheté pour 100 000 florins d'or. Donc des petites anecdotes comme ça, il y en a quand même quelques-unes au sein même du jeu de tarot. On peut aussi reconnaître des petites scènes plus intimes dans ce jeu Visconti, si on prend par exemple l'arcane de l'amoureux notamment, ou l'arcane de l'impératrice, dans lequel peut-être on pourrait retrouver l'histoire du mariage de Bianca Maria Visconti et Francisco Forza, que l'on peut voir sur cette peinture ici à gauche, et qui pourrait voilà, symboliser cette union que l'on va retrouver sur l'arcane de l'amoureux. Sachant que la belle damoiselle Maria Bianca pourrait être cette impératrice, cette jeune mariée, cette future mariée, cette jeune femme bien née, de famille noble, justement, que l'on retrouve à travers, sous les traits de notre impératrice dans le tarot d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a quand même une notion de transmission d'une histoire à travers le tarot, même si on sort du contexte ésotérique. C'est bien que le tarot a quelque chose à nous raconter finalement. Mais si je reviens maintenant sur l'aspect ésotérique du tarot, comme je vous le disais tout à l'heure, le tarot, il est vraiment inspiré par l'humain, par ses malheurs, par ses victoires, par voilà, les différents jalons, les différentes épreuves qu'il peut avoir sur son parcours, sur son chemin. Et d'ailleurs, quand on voit un tarot, que ce soit le Visconti ou un autre, on peut voir, quand on l'étudie, que ce ne sont pas forcément des images qui sont comme ça, dessinées aléatoirement, comme on peut d'ailleurs le retrouver, alors je ne dis pas ça de façon péjorative, mais quand on prend un oracle, on n'a pas forcément une sorte de continuité d'histoire à raconter, comme c'est le cas avec le tarot. Certains oracles, oui, peut-être, mais dans la grande généralité, ce n'est pas une histoire qui nous est transmise. On peut aussi faire un zoom sur le fait qu'au XVIIIe siècle, le tarot, il apparaît pas forcément de la manière comme on le voit aujourd'hui. L'aspect divinatoire, l'aspect ésotérique du tarot est apparu très très tard, enfin très très tard, apparu au XVIIIe siècle. Comme je vous le disais, en 1400 en Italie, on avait déjà cette notion du tarot plus comme livre d'images, comme un peu les beaux livres d'aujourd'hui qui nous racontent quelque chose. Et c'est bien plus tard qu'est apparue cette notion d'utiliser les cartes du tarot pour faire de la divination, de la prédiction, ou même de transmettre des notions ésotériques à l'intérieur du tarot. Et cette vision d'ailleurs justement du tarot ésotérique, eh bien, elle est apparue vers 1781 avec Antoine Court de Guébelin, qui était un fils de pasteur, qui était un professeur de théologie, et pour faire les choses en grande pompe, c'était aussi un franc-maçon. Et donc, Court de Guébelin a publié un livre, même plusieurs, puisque c'était un concept de 8 tomes qui parlait justement de l'ésotérisme, dont le 8e et dernier tome était consacré justement au tarot. Et d'ailleurs, Court de Guébelin est le premier à faire ce lien entre le tarot et la théologie égyptienne ancienne. Pour lui, le tarot n'était pas simplement un simple jeu de cartes à jouer, mais plutôt le dépôt, j'ai envie de dire, quelque chose voilà, un outil qui pouvait
consigner la sagesse, une sagesse ésotérique intemporelle. Pour lui, finalement, les symboles du tarot, ils étaient basés sur l'ancienne sagesse égyptienne, un petit peu en lien avec la légende que je vous ai racontée justement tout à l'heure, et que tous ces symboles qui sont aujourd'hui dans le tarot, eh bien, on va les retrouver pour Cour de Gébelin, clairement affichés dans le tarot. Alors clairement, entre guillemets, hein, puisque comme je vous le disais, quand on parle d'ésotérisme, il faut connaître, il faut savoir ce que l'on cherche, il faut être initié au secret si on veut pouvoir les voir et les comprendre. Et puis, toujours selon lui, le mot tarot proviendrait justement de deux anciens mots égyptiens. Le mot tar, tout d'abord, qui va signifier la route ou le chemin, et ro, qui va signifier roi ou royauté. Pour lui, finalement, le tarot, ce serait la voie royale. Ni plus, ni moins. Dans le livre de Cour de Gébelin, on peut lire un court extrait écrit par le comte de Melay, qui affirme d'ailleurs que les 22 arcanes majeurs sont une représentation d'ailleurs illustrée des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ce qui commence à faire le lien finalement avec la Kabbale juive. Et on peut voir aussi que toutes les affirmations, tout ce que Cour de Gébelin et Melay voulaient transmettre, enfin voulaient mettre en avant, quelque part, ça a changé la façon dont le jeu de tarot était perçu. J'ai envie de dire d'un simple jeu de cartes, peut-être d'un passe-temps un petit peu populaire que l'on pouvait avoir du jeu de tarot, eh bien, ce jeu-là, à partir de ce moment-là, a été associé aux voyants, aux magiciens et surtout aux occultistes. C'est à partir de là que vraiment la notion ésotérique du tarot a fait boum. Voilà, cette explosion est apparue là, cette reconnaissance ésotérique. Si je continue dans cette vision ésotérique, c'est quelque part, on va dire 2 ans à peu près après, toujours dans cette histoire du temps, hein, je continue ma ligne du temps, à peu près 2 ans après que le livre de Cour de Gébelin a été publié, c'est Jean-Baptiste Aliette, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom d'Etela, qui était un occultiste français qui a vraiment, c'est vraiment lui qui a popularisé finalement la méthode de divination par le tarot. Et bien c'est ce personnage qui entre en jeu et qui va encore apporter un côté, enfin alimenter le côté ésotérique, accès divination entre guillemets de ce jeu de tarot. Aliette ou Etela, comme vous voulez. Il a vraiment été très très célèbre pour populariser la cartomancie. D'ailleurs, lui, il appelait ça la cartonomancie à l'époque. Et avec Cour de Gébelin, il est un des pionniers, on va dire, ce sont les fondateurs de la divination par le tarot. D'ailleurs, il a fait imprimer son propre tarot en 1788 qui s'appelle Le Grand Etela. Et c'est vraiment un mélange de tarot de Marseille, notre tarot à nous, avec des influences issues de l'Égypte antique. Donc on voit bien qu'on retrouve ici les connaissances et les savoirs de Cour de Gébelin au sein même du tarot d'Aliette, ou d'Etela en l'occurrence. Je vous l'ai mis d'ailleurs ici en image. Et il faut savoir que Aliette, quand il faisait des consultations déjà à l'époque de voyance, déjà vous pouviez prendre votre après-midi parce que c'était quelque chose de très long. Vraiment, Aliette faisait des mises en scène pas possibles pour voilà faire ce type de tirage que je montre d'ailleurs dans la formation, dans l'académie de la formation que je propose. On parcourt ce tirage qui est assez long, assez complexe, etc. à mettre en place parce qu'il avait ce goût de la mise en scène, parce que pour lui,
Quand on est dans l'ésotérisme, on est dans une sorte de j'ai la capacité, j'ai la connaissance, j'ai le pouvoir. Il y avait un mysticisme quelque part, une part de mystère, voilà, qu'il fallait mettre en avant pour que le consultant en face se sente un petit peu profane, là, non initié à ce qui se passe, qui comprenait pas trop. Et donc voilà, comme s'il allait voir un mage, un sage, un sorcier, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et donc oui, il était très connu pour ça, et ces tirages pouvaient prendre de longues heures pour avoir une prédiction au bout du compte. Et toujours dans cette continuité de l'apparition de l'ésotérisme dans le tarot, c'est un peu plus tard, vers 1854, qu'un autre personnage entre en scène. Il s'agit d'Eliphas Lévi. Alors Lévi, il est très connu, dans le monde ésotérique en tout cas, c'était un ecclésiastique français, une grande, grande figure de l'ésotérisme. Il a de très, très nombreux ouvrages, d'ailleurs, qu'il a écrit. Je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de livres ésotériques qui traitent de la Kabbale, de l'alchimie, de la magie, de la haute magie, ainsi de suite. Et pour lui, le tarot était, il l'affirmait, hein, un livre qui pouvait justement nous aider à nous élever, à nous faire grandir justement dans la spiritualité. Et il lui-même disait que ce livre était un objet sacré. C'est là qu'on commence à rentrer dans la notion de connaissance sacrée qui permettait comme je disais, de s'élever. Lévi, il a poursuivi ce courant de pensée qu'avait déjà mis en avant Kurt de Gebelin, dont je vous ai parlé précédemment, et il est allé jusqu'à valider les théories ou la corrélation entre les 22 arcanes majeurs et les 22 lettres hébraïques. Il a associé aussi les 10 premières cartes de chaque enseigne des arcanes mineurs, puisque vous savez qu'on a 22 dans le tarot, petite parenthèse, on a 22 arcanes majeures, on a 56 arcanes mineurs, mais on a 10 lames qui sont des lames numérales, donc avec l'As, le 1, le 2, le 3 jusqu'au 10, et on a d'autres cartes qui sont des personnages qu'on appelle des personnages de la cour, qui n'ont rien à voir avec les personnages des arcanes majeurs, mais voilà, on a cette petite structure interne au tarot qui fait que justement Eliphas Lévi voyait les 10 lames des arcanes mineurs associées aux 10 séphirotes de l'arbre de vie, l'arbre de la Kabbale. Et il disait aussi que les différentes couleurs, vous savez, les enseignes que l'on voit dans le tarot aujourd'hui, le bâton, les coupes, les épées, les deniers, tout ça, ou les pentacles en l'occurrence dans le tarot ésotérique, étaient ces 4 couleurs associées chacune à une lettre du nom divin Yahvé. Et en l'espace de quelques décennies, les idées de Lévi ont atteint l'Angleterre et se sont diffusées et renforcées encore par un groupement que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Golden Dawn. C'est l'ordre hermétique de l'aube dorée en français. C'est une ancienne société secrète britannique qui a vraiment fait en sorte que le tarot, dans ses versions ésotériques, a été démultiplié. Et parmi justement les membres de la Golden Dawn, on va retrouver un éminent participant que vous connaissez sous le nom d'Arthur Edward Waite. Oui, vous avez bien entendu Waite, c'est bien le créateur du fameux tarot Rider-Waite-Smith. Et donc, Waite faisait partie de cette Golden Dawn, de cette société secrète, avec l'artiste Pamela Colman Smith, et ensemble, ils ont créé ce célébrissime jeu de tarot Waite-Smith. Waite, c'était
Un occultiste, bien sûr, mais aussi un poète. Il était américano-britannique et il a intégré l'ordre hermétique de la Golden Dawn à peu près vers les années 1890. Et il en est devenu d'ailleurs même le grand maître en 1903. Donc vous voyez qu'il s'est vraiment investi dans cette société secrète. Il a été l'auteur de nombreux textes occultes qui avaient pour thème justement la divination, le rosicrucisme, la franc-maçonnerie, la magie noire, c'est la magie cérémonielle, bien sûr la kabbale, l'alchimie, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Si vous faites des petites recherches, vous allez trouver, bien sûr, en anglais, beaucoup de textes qu'a pu produire Waite. Et à travers tout ça, il a été amené aussi à travailler sur l'histoire du Saint Graal. Ce qui est intéressant en soi, puisque le Saint Graal, c'est un symbole quelque part. C'est une coupe, un bol, mais saint. Et le symbole, eh bien, nous parle d'un symbole en un mot. Les fameux symboles qui sont cachés dans le tarot. Mais contrairement à Convert ou Marteau, Nicolas Convert ou Paul Marteau, Waite n'était pas un maître quartier à proprement parler, c'était vraiment juste un ésotérique. Et donc, il avait besoin de partager cette passion pour l'ésotérisme, peut-être justement en partageant ces symboles dans un jeu plus parlant que le tarot de Marseille, d'où le fait qu'il ait créé son propre jeu de tarot à des fins divinatoires. Et c'est pour ça qu'il a engagé justement l'artiste Pamela Goldman Smith, qui évoluait aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, au sein de cette société secrète de la Golden Dawn. Et il lui a donc demandé d'illustrer les 78 lames de son jeu de tarot. Et c'est donc en décembre 1909 que la première édition de ce fameux jeu de tarot est publiée par la maison Rider Son. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu s'appelle Rider-Waite-Smith Tarot, puisque ce jeu porte le nom de la maison d'édition Rider Son, le nom du créateur Waite et le nom de l'illustratrice Smith. Voilà pour le petit mystère au sujet de ce petit nom du tarot anglo-saxon qui est ultra connu. Alors, que dire des symboles ésotériques qui sont dans ce tarot Waite-Smith parce qu'il en est vraiment bourré. Il y a vraiment des symboles ésotériques de tous les côtés. Et à la différence du tarot de Marseille, ils ne sont pas aussi subtils. Il y en a certains qui sont un peu cachés, mais Waite a voulu beaucoup en montrer. Il les a beaucoup mis en avant. On peut peut-être commencer par parler de cette fameuse philosophie hermétique, avec notamment les textes d'Hermès Trismégiste, qui est le père quelque part de l'alchimie. Si on prend l'arcane du battleur, cet amuseur de rue, ce jongleur que l'on voit notamment, comme on peut le percevoir dans le tarot de Marseille, qui a un petit peu un côté amuseur de rue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, dans la version de Waite, ce battleur devient un véritable magicien et pas un magicien dans le sens je fais des tours de passe-passe. C'est un magicien cérémoniel. D'ailleurs, on le voit dans sa tenue, hein, elle est vraiment plus classieuse, ça lui donne un côté un peu plus respectable que notre battleur amuseur jongleur là, voilà. Et surtout, dans le tarot de Waite, on voit quelque chose d'assez intéressant par rapport à la position du personnage, puisqu'il nous enseigne le principe de correspondance du Kybalion, Kybalion qui est aussi retranscrit à travers la table d'émeraude, écrit par Hermès Trismégiste, à savoir ce principe de correspondance qui est quelque chose que vous connaissez sûrement, qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut,
pour le miracle d'une seule chose, etc. Voilà, et ça va symboliser vraiment ce principe de correspondance, le lien entre le ciel et la terre. Et on le voit sur la carte, puisque le personnage pointe de son bras droit le ciel et pointe de son index, justement de son bras gauche, la terre. Donc il est dans une position où il montre en haut et en bas, pour montrer que quelque part, tout est lié et il y a un principe de correspondance entre le haut et le bas. Je peux vous donner un autre exemple avec, par exemple, l'arcane de la papesse, qui, sur le tarot de Waite, devient la grande prêtresse, puisque, vous le savez sûrement, le tarot de Waite Smith est dépourvu. Enfin, dépourvu. On retrouve quand même quelques signes de chrétienté, du christianisme dans le jeu, mais on a voulu surtout, par rapport au personnage, supprimer cette notion chrétienne du tarot avec notamment le pape, la papesse, etc. Un petit peu comme dans le tarot de Besançon où on avait déjà enlevé ces notions au pape et à la papesse pour les remplacer par d'autres personnages. Et donc ici, sur cette arcane, dans la version Waite, on retrouve sur la grande prêtresse les deux colonnes du temple du roi Salomon à Jérusalem, les deux colonnes que l'on va nommer Boaz et Jachin. Et il faut savoir qu'en franc-maçonnerie, ces colonnes, elles sont le symbole du passage, mais aussi de la dualité et de l'équilibre. Et là, Waite nous le montre vraiment. On le voit clairement, ces deux colonnes. En plus, on ressent bien cette notion de passage, parce qu'on voit la grande prêtresse qui est au centre des deux colonnes, comme si c'était un axe de passage, une voie centrale, elle, encadrée par un pilier blanc et un pilier noir, qui marque cette dualité. Et on voit bien qu'il s'agit de Boaz et Jachin, puisqu'il y a ces initiales B et J sur les deux colonnes qui encadrent la grande prêtresse. Et autre symbole que l'on peut retrouver sur cet arcane, on voit aussi que le livre que tient normalement la papesse est remplacé ici par un rouleau de parchemin sur lequel est écrit le mot Torah. Et Torah, ça veut dire instruction en hébreu. Ça veut dire que quelque part, la grande prêtresse va nous transmettre un enseignement divin, une sorte d'instruction à travers cette Torah, quelque part. On va nous transmettre une connaissance, un message spirituel. Et traditionnellement, j'ai envie de dire que cet ouvrage de la Torah, justement selon la tradition du judaïsme, on va l'associer, on va le qualifier de livre de la connaissance et de la sagesse. Et peut-être que justement, Waite, quand il a voulu marquer le coup là en nous plaçant un rouleau avec écrit Torah, c'est ce qu'il a voulu signifier. C'est que la grande prêtresse, elle est la gardienne de l'entrée du temple, de la connaissance et de la sagesse. Voilà un petit peu, vous voyez, quand on cherche à travailler les symboles, comment on peut remonter la piste pour avoir quelques informations. Et puis, on voit aussi sa tiare ici, qui est remplacée par un couvre-chef un petit peu particulier, qui va nous parler des qualités de la papesse, ou de la grande prêtresse en l'occurrence, puisqu'on le voit, ça représente la lune dans ses trois états. Alors, pleine, bien sûr, mais aussi avec ses croissants. Croissants que l'on retrouve aussi, d'ailleurs, croissants de lune qu'on va retrouver au pied de la grande prêtresse. La lune est donc très présente ici, ce côté très féminin, très lié à l'intuition que peut incarner la grande prêtresse ou la papesse. On a ce côté lié à la magie aussi, puisque la triple lune représente la déesse dans la tradition wiccan, sous ses trois formes de vierge, de mère et d'aînée. Le croissant de lune à gauche va représenter la femme, la mère vierge, va représenter quelque part la pureté, le nouveau début, le commencement.
La pleine lune au centre va représenter la mère, celle qui est enceinte, la génératrice de vie, qui est compatissante. Et puis, la lune décroissante, à droite, va représenter la femme dans le rôle de l'aînée, la sage, qui va représenter le point culminant de la vie quand on est dans la connaissance et l'expérience totale de la vie, justement. Et cette coiffe, elle va représenter aussi quelque part la déesse Isis. On garde toujours ce lien à l'Égypte, hein, n'oubliez pas, qui est très importante dans le tarot et dans le tarot ésotérique notamment. Enfin, et c'est pour ça que la papesse ou la grande prêtresse est souvent associée à Isis. Je vous ai mis une petite représentation là. On retrouve souvent sur Isis cette espèce de couronne comme ça en trois volets que l'on peut retrouver aussi sur l'arcane du tarot notamment. L'influence de la Kabbale dans le tarot est aussi très présente dans le jeu, pas que dans les arcanes mineurs, mais aussi dans les arcanes mineurs du tarot. Waite a voulu vraiment insuffler cette connaissance dans toutes les lames de son jeu. Et on le voit par exemple ici, je vous ai mis un exemple avec le 10 de denier, qui est en l'occurrence chez lui le 10 de pentacle, qui fait vraiment référence à cet arbre de vie. On peut justement faire le lien avec la structure même des différentes séphiras qui sont posées sur l'arbre de vie Kabbale, l'arbre des séphirotes. On va retrouver le dessin que forment ces mondes-là. Et donc, on voit que cette influence kabbalistique est très présente, autant que justement ces symboles égyptiens, etc., que Waite affectionnait particulièrement. Parmi les deux autres membres, si je reviens à la Golden Dawn, on avait un autre grand nom parmi cette Golden Dawn, justement cette comment dire, cette société secrète, voilà, j'ai cherché le mot. C'est-à-dire qu'on a à travers un autre personnage, je reprends mon fil du temps, je me suis un peu perdue dans mes pensées. Je recommence, on rembobine et je reviens. Donc, je disais, parmi les autres membres de la Golden Dawn, on a aussi un autre grand personnage qui est Aleister Crowley, qui est très connu pour son fameux tarot qui s'appelle le tarot de Thoth. Thoth, vous avez tout compris, on revient avec des racines en lien avec l'Égypte antique à nouveau. Mais c'est vrai que son tarot est assez particulier. Je vous ai mis à l'image ici quelques cartes, j'en ai d'autres, si ça vous intéresse, je pourrais vous les partager, parce que voilà, à l'occasion. C'est vraiment des visuels assez, il faut s'accrocher, quoi. Ils sont vraiment empreints de symboles très variés, vraiment avec, on sent une influence en lien avec l'alchimie, avec la Kabbale, avec l'astrologie, avec la numérologie, l'égyptologie, c'est très très riche et dessiné de façon assez spéciale. Voilà, c'est très artistique au sens noble du terme. Et donc, Aleister Crowley, qui était avec tout son savoir ésotérique, a voulu créer son propre tarot pour s'émanciper des tarots un peu plus classiques. Si je peux parler d'un tarot classique quand je parle d'un tarot tel que celui du tarot de Marseille ou du tarot de Waite, en l'occurrence. Et il a donné donc toute sa connaissance ésotérique au sens large à ce tarot qu'il a créé, ce fameux tarot de Thoth. Pour lui, pour Crowley, la structure même du tarot, elle peut sembler un petit peu arbitraire, mais elle ne l'est pas. Pour lui, les séphirotes, qui symbolisent l'univers, ne sont pas justement cette représentation des 10 puissances de Dieu, comme on peut le dire, etc. C'était vraiment une vision
de l'univers dans sa composition au complet. Et c'est ce qu'il a voulu retransmettre à travers ces arcanes du tarot. Un petit peu plus près de nous, alors je passe, d'ailleurs je passe un peu sur ce tarot aux figures un peu abstraites. D'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez que sur les arcanes mineurs aussi, on va retrouver cet arbre de vie Kabbale, etc. Donc voilà, il a gardé quand même s'il voulait s'émanciper des jeux de Waite et autres, il a quand même gardé quelques liens avec la Kabbale. Et un peu plus près de nous, on va retrouver un autre kabbalistique et occultiste suisse, cette fois-ci, qui s'appelle Oswald Wirth. Et Wirth s'est inspiré pour créer son propre tarot, donc le tarot d'Oswald Wirth, qui porte son propre nom. Il s'est inspiré du tarot de Marseille, plus classique. Donc vous voyez bien à l'image, on retrouve, enfin vous êtes peut-être plus familiarisé avec ce genre de dessin. Et donc, c'est Wirth lui-même qui a fait ses propres illustrations, qui a fait ses dessins originaux, auxquels il a associé une lettre hébraïque selon sa propre vision à lui. Et pour aller plus loin que simplement être de façon dans la symbolique ésotérique, il a été dans la symbolique exotérique, justement, puisque lui, il a décidé d'afficher clairement chaque lettre hébraïque dans le cartouche même, à côté du nom de chaque arcane en bas. Donc on peut voir la petite lettre hébraïque associée à chaque carte. Donc lui, il a voulu encore aller plus loin dans cette compréhension, dans cette propre vision qu'il avait de la Kabbale juive. Et si on prend par exemple ici le battleur que je vous ai mis à l'écran, eh bien, il l'a associé à la première lettre hébraïque, qui est Aleph, qui équivaut au A de notre alphabet et qui veut dire taureau ou bœuf. Aleph, c'est vraiment une lettre qui, dans la tradition hébraïque, symbolise le commencement. C'est l'alpha quelque part. C'est le commencement, c'est le père, c'est le masculin. C'est l'élan premier, c'est le souffle qui va créer, le souffle créateur. C'est le début de toute chose, le début de la pensée, le début de la création, etc., etc. Ça peut être aussi tout le potentiel divin que l'on a en nous, qui est sur le point de sortir, de jaillir, qui est sur le point de se déployer, de se mettre en place quelque part. Et cette notion du bœuf que nous transmet aussi Aleph, on va retrouver cette symbolique que représente le Aleph en tant que bœuf sur l'arcane du battleur par rapport à la notion de travail, à la notion de production, à cette force. Le bœuf, c'est quand même quelque chose qui, on l'imagine en train de tirer les charrues dans les champs, voilà, avec cette masse brute et voilà, cette force brutale et bestiale, instinctive, première, que peut représenter le bœuf. Donc voilà ce que peut aussi être associé comme idée au battleur, cette notion vraiment de travail, de force, de production. Et tout ça toujours en lien bien sûr avec la lettre hébraïque. Il y a un dernier arcane que j'aimerais vous montrer par rapport à Wirth, c'est celle du diable. C'est un arcane que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, dans cette vision exotérique, Wirth a simplement inscrit 2 mots sur les avant-bras de ce personnage principal de l'arcane du diable, qui sont les 2 grands principes alchimiques, solve et coagula. Il ne peut pas être plus clair, c'est vraiment tatoué sur les bras du diable. Et en fait, ces 2 principes sont vraiment quelque chose qui va nous inciter à travailler avec cet arcane du diable. Le premier principe, solve, je vais la faire courte. Ce premier principe, donc, solve, va nous inciter quelque part à dépasser nos peurs, nos croyances qui sont vraiment profondément incrustées, ancrées en nous. On va aller dissoudre quelque part tout ce qui est fixé profondément en nous
à travers le nigredo, à travers l'œuvre au noir. Et le second principe, le coagula, coagula, coaguler, quelque part, on va aller quelque part réaliser, fixer notre propre lumière de manière concrète à travers l'albédo, ce qu'on appelle l'œuvre au blanc, pour se réaliser plus tard, pour par la suite, dans un troisième temps, pour sublimer nos rêves à travers ce qu'on va appeler le rubédo, l'œuvre au rouge. Si on veut faire une suite c'est par cette suite de dissolution et de coagulation que le diable nous amène à faire, ou si vous préférez par cette suite de je déstructure et je restructure, de déconstruction et de reconstruction, qu'on va quelque part être amené à se transformer, et je dirais même alchimiquement parlant, à se transmuter. Le sol et le solve coagula, il fait aussi référence à deux natures alchimiques. Donc, je parlerai ici du sol et Luna. Je ne vais pas aller vraiment plus loin dans cette approche alchimique, mais c'est juste pour que vous sachiez que Sol et Luna, en référence Sol pour le soleil, le côté yang, masculin, actif, le feu, l'élément air, etc. Et Luna pour la lune, le yin, le principe féminin, le passif, l'eau, la terre et tout ça. On va donc retrouver deux principes qui sont opposés, le soleil et la lune, le jour et la nuit, le blanc et le noir, le bien et le mal, et j'en passe, le yin et le yang qui forment un seul tout. Voilà. Et donc, avec le diable, ici, en nous parlant du solve et du coagula, du sol et du luna, eh bien, il nous explique qu'il va falloir travailler sur nos dualités pour reformer, transmuter en un être unique, en une unité. Voilà. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on réconcilie nos dualités en nous pour faire un être unique de nature hermaphrodite, c'est-à-dire qui va concilier nos deux opposés en un seul et même être. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, le terme hermaphrodite, cet être que l'on va transmuter pour en devenir, le terme hermaphrodite, il est construit justement à partir des noms des divinités grecques Hermès et Aphrodite, qui ont également pour équivalent romain Mercure et Vénus, qui, en tant que messager des dieux, notre petit ami Hermès ou Mercure, que vous connaissez sûrement avec ses petites ailettes au talon, eh bien, on sait que ce messager, il était le lien entre les hommes et les dieux, on va dire, mais aussi l'enfer, entre le haut et le bas. On va retrouver encore une fois ce principe, vous vous souvenez du battleur, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce principe hermétique est souvent présent dans le tarot. Et ce messager des dieux, Hermès, Mercure, il était, comme je le disais, représenté avec des petites ailes sur ses sandales pour représenter, pour symboliser justement l'esprit, l'aspect subtil, l'aspect volatile, voilà. Et Aphrodite Vénus, quant à elle, qui est la déesse de l'amour, du désir, de la beauté, eh bien, elle allait apporter un lien avec la partie fixe, avec notre corps, avec la matière, avec l'état dense de la matière alchimique. On est dans le corps, dans la volupté du corps. Voilà un petit peu ce que l'on peut aller chercher comme idée ésotérique en lien avec l'alchimie, avec la Kabbale. Là, je vous ai fait un petit raccourci sur tous ces arts et ces sciences. Il y en aurait beaucoup d'autres à faire. Et je vais revenir vous voir. Coucou, me revoilà. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous voyez qu'on peut dire à travers l'histoire du tarot qui a commencé comme peut-être, selon la légende que je vous ai contée au début de cette émission, un livre dans lequel on aurait caché une connaissance pour finalement être un livre, selon les historiens, dans lequel on allait raconter
les grands événements de la vie des nobles, voilà, qu'on allait pouvoir transmettre, comme un album photo finalement souvenir ou une carte de visite qu'on allait transmettre pour se faire connaître, à finalement devenir un livre des connaissances ésotériques, des connaissances plus profondes de qui est l'homme et de son devenir et de comment il allait évoluer depuis son incarnation jusqu'à son élévation finalement, jusqu'au moment de la transcendance dans cette vie plus spirituelle que pourrait avoir l'être humain. Alors, cette histoire que je vous ai racontée fait bien sûr partie d'un film beaucoup plus grand, d'une conférence en l'occurrence beaucoup plus large. C'est un petit extrait d'une conférence que j'ai donnée il n'y a pas très très longtemps à Bordeaux et que je donnerai très bientôt à Biarritz aussi. Si vous avez envie de voir l'intégralité de cette conférence, eh bien, je vous invite à aller à vous connecter sur mon site Patreon. Vous avez www.patreon.com/Tarot Academy. Sur lequel, voilà, vous pouvez retrouver de nombreux articles, des vidéos, notamment les ateliers qui seront diffusés dans le cadre de ce camp d'été seront présents sur Patreon. Voilà, vous allez pour un petit prix modique de 5 € par mois, pouvoir retrouver pas mal de valeur ajoutée à tous les enseignements que je donne, notamment à des contenus inédits, comme notamment cette conférence qui sera réservée à Patreon, bien sûr. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous y aller. C'est dans l'idée aussi d'avoir ce petit prix, je l'ai mis exprès, pas très cher, parce que c'est juste dans le but de vouloir partager quelque chose avec vous, mais en même temps, symboliquement, ça permet de montrer aussi votre soutien par rapport à l'académie. Et voilà, d'où le fait de cette naissance de ce tout nouveau partenariat avec Patreon, où vous allez pouvoir retrouver plein de contenus inédits, comme je l'ai dit. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce voyage dans l'Odyssée du tarot, ce regard qu'on peut avoir par rapport à l'histoire, notamment du tarot et de ses origines. Alors on connaît plus particulièrement ses origines dans le Moyen Âge, voilà, classées par les historiens, mais partagées par les historiens, mais c'est vrai qu'il y avait cette notion un peu plus ésotérique, un peu plus mystique que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui aussi, et qui peut-être va faire son petit bout de chemin et qui, voilà, je vous laisserai réécouter à travers le replay cette légende des 3 sages hiérophantes. Peut-être que vous allez mieux comprendre l'essence italienne, si. L'essence du tarot qui se cache, selon ma vision, en tout cas ésotérique du tarot. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en ce beau mardi et je vous retrouve demain soir à 18h, même lieu, même heure, donc toujours sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook ou dans le groupe public Facebook Tarotmania à 18h pour un nouveau live, un nouveau direct dans ce camp d'été. Je vous fais de gros bisous. Bon apéro à vous. Attention à consommer avec modération, comme on dit. Profitez à fond du soleil, profitez à fond de vos vacances. On se voit demain. Bye tout le monde.